Salut les amis, Bonjour à tous. bienvenue sur cette nouvelle vidéo de La Charnière. Alors pour commencer, on tenait à vous remercier pour vos nombreux et précieux retours sur notre précédente vidéo sur nos 11 de l'année. Aujourd'hui on va s'attaquer à un tout nouveau concept qui sera certainement un de nos principaux, c'est les deep dives. Alors les deep dives en français, ça va caractériser tout simplement une analyse en profondeur, où on va analyser, décortiquer la gestion et surtout la manière dont les équipes les plus intéressantes d'Europe pratiquent le football. Pour cette première vidéo pour ce concept, on s'attaque à l'une des meilleures équipes d'Europe qui réalise un super début de saison. Il s'agit de Liverpool. Ce premier deep dive sur Liverpool, c'est parti. Alors pourquoi Liverpool les amis ? Eh bien évidemment, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. C'est pour ça qu'on a décidé de s'attaquer à eux en premier. Ils sont premiers en première ligue dans leur championnat en Angleterre. Ils ont 46 points, 6 de plus sur Arsenal, 6 de plus que Forest également. C'est la meilleure attaque, 47 buts marqués et de loin. C'est la deuxième meilleure défense, juste Arsenal fait mieux avec un but de moins encaissé. C'est également la meilleure équipe en Ligue des Champions. Ils sont premiers du classement de ce nouveau format Ligue des Champions. Ils ont 6 matchs, 6 victoires, c'est une des meilleures attaques, même si le Barça a beaucoup planté. C'est en revanche la meilleure défense, et c'est ça qui est impressionnant, ils ont encaissé qu'un seul petit but en 6 matchs. Ils ont 18 points, c'est la seule équipe à avoir réalisé le parfait. Une sacrée saison pour le moment. D'autant plus que Liverpool a déjà joué des cadors de cette phase de Ligue des Champions. On pense d'ailleurs à l'AC Milan, un déplacement du côté de San Siro, également la réception du Real Madrid, le tenant du titre. Et voilà, les Reds qui sont pour le moment les seuls à faire un parcours sans faute dans cette phase de Ligue qui a déjà vu d'autres cadors beaucoup plus souffrir. Liverpool, continue d'être une machine à rouler sur tout le monde, que ça soit en championnat et en phase de Ligue des Champions, et c'est plutôt impressionnant. On peut ajouter à cela qu'ils sont encore en course dans les deux coupes en Angleterre. Ils ont perdu malheureusement la phase allée de FL Cup à Tottenham, mais il reste un match retour à Anfield et ça risque de bien se passer pour eux s'ils y mettent les moyens. Ils viennent de gagner à l'heure où on s'enregistre cet après-midi. Ils ont gagné contre cette équipe-là de 5ème division anglaise au 3e round de FA Cup. Donc voilà, Liverpool éliminé d'aucune compétition pour le moment, premier en championnat en Angleterre, premier en Ligue des Champions, c'est simplement la saison parfaite pour le moment. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette réussite de Liverpool cette première partie de saison ? On a essayé d'extraire quelques axes d'analyse, et en voici quelques-uns. Alors le premier axe, c'est la gestion des transferts qui a été excellente à Liverpool. On est sur un effectif qui était vieillissant ces dernières saisons, qui a eu besoin d'une grosse revitalisation, surtout au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs qui ont été évacués comme Fabinho, Jordan Henderson ou encore, je pense à James Milner, un véritable vétéran. Beaucoup de joueurs qui ne supportaient plus forcément le jeu très énergivore de Jürgen Klopp lors de leur passage à Liverpool. C'est pour ça que tous ces joueurs-là ont réussi à partir en un été, c'est ça qui est le plus impressionnant. On a des cadres qui sont partis pour faire la place à de nouveaux joueurs qui permettent de pratiquer justement ce football proposé à Anfield. Parmi ces derniers, moi je pense à Dominic Szoboszlai, qui est un milieu offensif extrêmement prometteur. Alexis McAllister, numéro 8, vraiment d'exception, qui a donné une nouvelle dimension à ce milieu de Liverpool. Des prises un petit peu plus risquées, je pense notamment à celle de Ryan Gravenberch, qui n'a pas su convaincre au Bayern Munich, qui néanmoins est doté de qualités intrinsèques indiscutables, et qui a même su évoluer. On parle d'un joueur à la base plus à vocation offensive, qui s'est mué en un véritable numéro 6. Wataru Endo aussi, pour très bon joueur de rotation. Et enfin des jeunes comme Connor Bradley ou Jarell Quansah qui viennent pousser derrière les titulaires en puissance, et cela en fait tout simplement une équipe de Liverpool nouvelle. Rien n'a été laissé au hasard dans ce recrutement. Tout est pensé dans la manière que Liverpool veut pratiquer son football, et on peut dire que ça a été plutôt bien fait. Oui, ça a été bien fait, surtout que c'est intéressant d'analyser les profils qui ont été recrutés. Avant, c'était plus des milieux tous box-to-box, des joueurs très durs sur l'homme, très bons au pressing, mais peut-être un peu moins techniques. Alors que les dernières prises ont été des joueurs plutôt comme Szoboszlai et McAllister, je pense notamment, mais Gravenberch également, des joueurs très très fins techniquement qui permettent à Liverpool d'ajouter des cordes à son arc, d'être meilleur encore avec ballon. Donc très très intéressant la manière dont Liverpool gère ses transferts, ça c'est clair. En parlant de bonne gestion et également de transition réussie, on est bien obligé d'évoquer le changement de coach cet été. Bien entendu, Jürgen Klopp, qui après une phase de plusieurs années à Liverpool et qui avait vraiment installé son jeu, son territoire, a laissé la main à Arne Slot, nouveau jeune coach qui était au Feyenoord de Rotterdam, aux Pays-Bas.
En parlant de bonne gestion, justement, la manière dont s'est fait cette transition a été juste parfaitement réalisée. Klopp a annoncé suffisamment tôt, déjà, à son club, à Liverpool, qu'il quitterait le club en fin de saison, ce qui a laissé du temps aux dirigeants de trouver un nouveau coach. Et au-delà de ça, il se murmure que Jürgen Klopp aurait pu donner son avis quant au nouveau coach des Reds. Au-delà, la direction a également bien cerné le nouveau coach, qui correspond parfaitement au principe de jeu qu'avait mis en place Jürgen Klopp lors de son passage. Et les derniers transferts qui ont été réalisés à Liverpool vont également dans ce sens-là. On a l'impression que tout le monde a travaillé main dans la main pour que le club puisse avoir un futur pérenne. Et donc ça, c'est vraiment une des premières clés, je pense, de la réussite de Liverpool aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je pense aussi à des symboles marquants, comme quoi la transition s'est faite de manière optimale. On a le fameux chant Arne Slot qui a été entamé par Jürgen Klopp lors de la dernière journée de Première Ligue et qui témoigne justement de cette envie de passation de pouvoir dans, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur et surtout la volonté de continuité dans les performances de Liverpool. Voilà, on a été chercher un coach qui, somme toute, a repris les principes de jeu de Jürgen Klopp, tout en ajoutant certains qu'on va détailler par la suite de cette vidéo. En parlant de principes de jeu similaires entre ceux de Jürgen Klopp et ceux d'Arne Slot, on retrouve franchement cette contre-pression toujours sans ballon, ce pressing et cette verticalité à la récupération qui était déjà très très présente sous Jürgen Klopp. On le voit ici par exemple contre Manchester City il y a quelques semaines, le porteur qui est agressé par Ryan Gravenberch, il s'agit de Gundogan ici même. À la récupération, c'est vraiment ça se projette très très vite. C'est-à-dire que Gravenberch récupère la balle, il la donne à Szoboszlai, qui lui, malgré le fait qu'il soit dos au jeu, va tout de suite chercher à jouer de l'avant. Il n'y a pas de passe en arrière, il n'y a pas de perte de temps. Liverpool veut vraiment exploser en contre-attaque, ce qui fait qu'il peut donner ici à Luis Diaz, qui se retrouve exactement dans la même situation, qui est dos au jeu, mais qui va quand même chercher à jouer de l'avant. Et on voit la projection des joueurs comme Salah, comme Szoboszlai ici, comme Gakpo de l'autre côté. Tout le monde se projette, même un Robertson ici plus bas sur le terrain, sans qu'il y ait un coup à jouer. Tout le bloc monte, Van Dijk se retrouve au milieu de terrain, donc vraiment tout le monde monte, et les joueurs de Liverpool vraiment jouent de l'avant, ils cherchent cet espace. Les ailiers, comme on les appelle, ne sont vraiment pas des ailiers, ils ne sont pas collés à la ligne. Salah et Gakpo attaquent vraiment l'espace ici dans l'axe, c'est juste magnifique. Et finalement, l'action permettra à Gakpo de se présenter tout seul dans la surface et d'avoir une occasion de but pour frapper. Il a vraiment une poche d'espace ici. Malheureusement, la frappe sera arrêtée par Ortega et ne donnera pas un but, mais ça illustre quand même cette verticalité que continue de chercher Liverpool malgré le changement d'entraîneur. Et un autre exemple de cela, c'est vraiment cette verticalité qui est recherchée aussi dans des phases pas forcément de transition défensive-offensive. On le voit ici, Trent Alexander-Arnold qui est un peu mis sous pression. Combien de joueurs, je te pose la question, combien de joueurs auraient joué en retrait ici pour Alisson qui demande la balle, ou même pour Joe Gomez ici qui la demande? Ouais, d'autant qu'il la demande, c'est exactement ça. Et pourtant Trent Alexander-Arnold va chercher la profondeur, il va trouver une passe exceptionnelle d'ailleurs dans l'axe du terrain. Voilà, comme tu l'as bien dit, la verticalité, la vitesse tout simplement des transitions de Liverpool, voilà, principe saillant sous Jürgen Klopp qui est resté à l'ordre du jour sous Arne Slot. On n'a pas changé là-dessus et franchement ça marche toujours autant bien. On a des joueurs pour le faire encore une fois à Liverpool, mais là c'est tout simplement très très bien réalisé par Alexander-Arnold. Bien sûr, on a des joueurs pour, et justement, on voit Alexander-Arnold qui joue long sur Szoboszlai, qui est placé très haut sur le terrain, qui gagne son duel, et on voit les automatismes. On voit les automatismes Absolument. Dès que ça joue vertical, les attaquants qui plongent comme ça à l'intérieur à chaque fois, on sait comment jouer, et on voit que ça fait plusieurs années que ces joueurs pratiquent ce type de football. Donc oui, Szoboszlai qui va gagner du coup son duel, et ça va permettre à Salah de se retrouver dans l'espace. Szoboszlai qui continue son effort également, il se retrouve en 4 contre 2 presque, 4 contre 3 si on compte ici, mais 4 contre 2, oui, c'est vraiment des transitions fulgurantes, qui permettra d'ailleurs à Szoboszlai de se retrouver tout seul, et de marquer, c'était contre Tottenham il y a quelques semaines également, Liverpool qui fait très très mal en transition à ses adversaires. Absolument, d'autant que la qualité de ses ailiers est certainement un de ses points forts. On a vu Mohamed Salah un petit peu plus tôt dans l'image. Il arrive à venir vraiment dans l'axe du terrain, dans le couloir central. Il attire les deux défenseurs sur lui et il libère des espaces pour ses trois compères d'attaque. On voit que sur justement cette verticalité, très souvent on se retrouve un peu dans un système de 4-2-4 qu'on illustrera aussi plus tard. Mais c'est vrai que voilà, le porteur du ballon a toujours énormément de solutions pour jouer dans les verticalités et c'est vraiment un principe très marquant de ce Liverpool d'Arne Slot.
Des principes de jeu sont restés donc dans la transition entre Jürgen Klopp et Arne Slot, mais Arne Slot a instauré de nouveaux principes également. Tout à fait, Arne Slot a su donner de nouvelles cordes à l'arc des Reds, notamment par le biais des recrues qui ont été faites en ce sens. Voilà, Liverpool n'opère plus que par transition, justement par transition rapide, comme ce fut le cas sous Jürgen Klopp, mais procède aussi par attaque placée. On est ici à la suite d'un coup de pied arrêté, botté par Mohamed Salah, qui va ici chercher Darwin Nunez dans la profondeur, dans les petits espaces, qui va jouer tout de suite le relais. Voilà, Darwin Nunez qui fait l'étalage de ses qualités de numéro 9 pour jouer le relais directement ici sur Curtis Jones, le numéro 10 de cette équipe, et regardez un peu la densité de joueurs dans la surface. Et pourtant, on va réussir à aller trouver des appels intéressants. Regardez comme ça va se projeter là sur le côté droit pour aller donner, c'est Alexis McAllister là qui va aller retrouver par la suite Curtis Jones. On a véritablement des relais, alors que regardez-moi ça, toute la défense de Leicester est regroupée dans la surface, et puis voilà, Curtis Jones qui va venir finir au 6 mètres, plat du pied, dans le but presque vide, j'ai envie de dire. C'est des séquences de jeu qu'on n'était pas habitué à voir sous Klopp. Voilà, des joueurs qui sont un peu plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, je dirais tâteurs de ballon, capable de sortir dans de très petites poches d'espace, et non plus exploiter les grands espaces derrière une ligne défensive haute. Voilà, un nouvel axe d'amélioration très intéressant sous Arne Slot. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant le nombre de passes qui ont été réalisées dans cette surface ici, avec le nombre de joueurs, notamment de défenseurs, mais aussi ceux de Liverpool qui sont là. Et vraiment, le Liverpool qui réussit à trouver ces petits espaces et à combiner pour finir une action. Il n'y a rien de chanceux là-dedans, tout est magnifiquement construit et ça finit par un but. Effectivement, c'était des choses dont on n'avait pas eu l'occasion d'assister quand c'était le Liverpool de Jürgen Klopp. Alors non seulement je pense que c'est l'idée de jeu d'Arne Slot qui veut ça, mais aussi le profil des milieux de terrain. On a évalué les Jordan Henderson, James Milner qui sont des milieux extrêmement besogneux, alors qu'aujourd'hui on a des tâteurs de ballon comme les McAllister, comme les Ryan Gravenberch, comme les mêmes Curtis Jones sur cette action, qui sont capables justement d'aller trouver de l'espace dans ces espaces extrêmement réduits. Et voilà, tout simplement une nouvelle arme de ce Liverpool qui le rend peut-être encore plus fort. C'est pas la seule fois, hein. Là on voit une passe exceptionnelle trouvée de la part de Joe Gomez qui va transpercer tout il va casser 2 lignes là, c'était contre Tottenham, pour aller chercher Dominique Szoboszlai qui est parfaitement placé dans l'axe du terrain. Il va recevoir le ballon, dos au jeu, et là il va tout de suite aller chercher la passe sur le côté, mais comme vous le voyez, ici, voilà, on n'est pas dans une situation véritablement de transition. La défense de Tottenham est somme toute bien en place, l'alignement défensif est respecté, ce qui fait que voilà, on va se retrouver dans une situation où on pourrait être considéré un petit peu plus bloqué, mais voilà, les joueurs vont continuer leurs appels, rester proches de leurs défenseurs, et là on a la qualité aussi individuelle de Cody Gakpo sur le côté gauche, qui va revenir et distribuer un ballon pour Robertson, qui va lui à son tour envoyer un bon centre dans la surface. Regardez le nombre de joueurs dans la surface, c'est vraiment un marqueur de ce Liverpool d'Arne Slot. On va énormément chercher la présence dans la surface. Voilà, c'est sûr qu'on a des latéraux aussi qui ont la qualité de centre d'un Andrew Robertson ou alors d'un Alexander Arnold surtout. Voilà, on peut se permettre de jouer ces ballons dans la surface. Et quelque chose de très intéressant qu'on a pu analyser, c'est que les joueurs de Liverpool, je parlais surtout des attaquants, bien qu'ils ne soient pas forcément les plus grands en taille, sont excellents dans la surface. Très bon jeu de tête. Je pense notamment à Diogo Jota qui n'est vraiment pas un très grand joueur et qui pourtant démontre de belles qualités dans ce domaine-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur cette séquence ? Au-delà de Diogo Jota, il y a aussi Luis Diaz. On se souvient plus tôt dans ce match, on voit qu'ici il y a 1-0 pour Liverpool. Ce but-là justement, sur un magnifique centre de Trent Alexander-Arnold, c'est Luis Diaz qui vient placer sa tête. Déjà. Donc malgré le profil de ces joueurs comme Luis Diaz, comme Diogo Jota, qui sont plus des joueurs petits, centre de gravité bas, des bons dribbleurs, on voit qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc également et qui peuvent marquer de la tête. Et voilà, donc suite à ce centre, on a c'est Dominique Szoboszlai qui va être trouvé de la tête entre deux défenseurs et qui va expédier ce ballon sur la tête lui-même c'était Alexis McAllister qui est venu lui monter jusque-là. Également un joueur tout petit. Ouais. Mais quelle présence quand même des Reds dans cette surface, c'est assez impressionnant. Voilà, le ballon qui finit au fond des filets. Une des autres différences du Liverpool de Slot par rapport à celui de Klopp, c'est les périodes de pressing. Sous Jürgen Klopp, on sait que le jeu était extrêmement énergivore. Liverpool était certainement l'équipe qui pressait le plus en Europe. Là voilà, on retrouve toujours ce genre de situation avec un pressing extrêmement élevé. On voit que chaque joueur a son joueur à presser. On est très très haut aussi dans la surface adverse. Cependant, l'un des marqueurs de différence, c'est simplement que Liverpool ne fait pas ça tout le match
et va essayer de faire ça par période de temps, de 5-10 minutes. Parfois on va essayer d'aller presser très fort l'adversaire, notamment quand celui-ci est en difficulté, afin de créer vraiment des temps forts. Et parfois à l'inverse, dans ce match comme celui-ci, on est ici contre Manchester City, donc match un peu plus compliqué, des adversaires d'une très bonne qualité technique. On voit aussi que Liverpool sait, entre guillemets, faire le dos rond, laisser la balle à l'adversaire, et comme on voit ici, il me semble que c'est Bernardo Silva qui est en possession du ballon. Voilà, on lui laisse un petit peu d'espace, pour autant on se regroupe, on voit qu'on a quasiment toute l'équipe de Liverpool regroupée devant sa surface, ce qui permet aussi de récupérer, de pas trop manquer de jus en fin de match, et de pouvoir aussi exploser plus facilement à la transition. Effectivement, c'est le pressing comme l'imposait Jürgen Klopp est très très énergivore, le mot est juste que tu as employé. Ça permettait des fois à Liverpool de ne pas pouvoir terminer ses matchs de la meilleure manière, ils étaient souvent à court de jus, et de savoir se regrouper et de défendre en bloc comme cela, ça permet aussi de moins courir, et ça permet de durer 90 minutes à un top niveau, ouais, c'est clair. Un point à mettre au crédit d'Arne Slot aussi, c'est qu'il a su transformer certains joueurs, tirer le meilleur de leur qualité pour en faire de nouveaux profils. Effectivement, à l'image de Ryan Gravenberch, arrivé il y a 1 an et demi, à l'été 2023 du coup, en provenance du Bayern. Klopp l'a très peu utilisé, début de saison, la saison dernière il l'a très peu utilisé, il était plutôt en sortie de banc, dans un rôle de milieu relayeur plutôt. Et sous Arne Slot, il a vraiment changé de dimension, c'est devenu le pilier de ce milieu de terrain et de cette équipe. Il joue en 6, très fort avec sans ballon à la récupération, etc. Mais également très très fort avec ballon, c'est vraiment le point de fixation de cette équipe. Toujours le premier relanceur après Van Dijk, on peut souvent le trouver dans des poches d'espace comme cela, il sait orienter le jeu parfaitement. Il est capable d'éliminer également, sur des contrôles, sur des dribbles. C'est vraiment devenu un super joueur et un des meilleurs milieux de terrain cette saison, ouais, c'est clair. Excellente qualité physique aussi, il me fait un peu parfois penser à Paul Pogba, profil très grand, très très bon techniquement, voilà, et en plus il a su utiliser justement ses caractéristiques pour l'aider dans son aspect du jeu plus défensif, ce qui en fait, comme tu dis, une des plus grandes révélations de ce Liverpool d'Arne Slot. Un autre joueur qui a su se démarquer sous Arne Slot et qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu sous Jürgen Klopp, c'est le numéro 10, ici, que vous voyez ici, c'est Curtis Jones qui... comme vous pouvez le voir, est très très haut sur le terrain. Ce joueur est plus un 6 ou un 8 à la base, en tout cas c'est là qu'il jouait sous Jürgen Klopp. Mais Arne Slot a modifié un peu le système de jeu. Comme on peut le voir ici, il y a les défenseurs de Liverpool, comme ça, en banane, et le milieu de terrain de Liverpool, qui était avant composé de un numéro 6 et 2 numéro 8, se compose maintenant en triangle inversé. C'est-à-dire qu'Arne Slot joue souvent avec 2 numéros 6, que sont Gravenberch et McAllister, même s'il est dans un rôle plus offensif que le néerlandais. Et il joue tout le temps avec un numéro 10. Dans ce match-là, Curtis Jones, et dans d'autres matchs, Dominic Szoboszlai. Mais c'est véritablement un changement de la tactique de Liverpool. Tout à fait, notamment qu'on voit ici bien à l'écran illustré ce 4-2-4 véritablement en possession, où on a le numéro 10 et le numéro 9. Liverpool joue véritablement sans numéro 9, on peut dire que c'est ces équipes qui font partie de cette catégorie. C'est Luis Diaz qui prend la plupart du temps ce rôle. On le voit ici aux côtés justement de Curtis Jones ou de Dominic Szoboszlai, quand c'est lui qui prend ce rôle de numéro 10. Ce qui permet, comme on a dit avant, d'attaquer très très rapidement la profondeur sous l'impulsion de leur 2 numéro 6. Cette ligne de 4 qui va aller manger l'espace en transition. C'est l'un de ces aspects intéressants que peut ouvrir ce poste de numéro 10. Oui, et le fait qu'il décroche comme ça, qu'il joue dans la même zone, ça ouvre énormément d'espace ici à gauche de l'écran pour Mohamed Salah et Cody Gakpo qui peuvent plonger et vraiment se retrouver directement seuls face au but. C'est un schéma qu'on voit souvent à Liverpool. Ouais. Ce poste de numéro 10, on le voit également sans ballon. Avant, Liverpool pressait vraiment à plat avec les 3 attaquants à plat qui allaient presser et les milieux de terrain qui suivaient. Maintenant, il presse vraiment à 4 attaquants. Szoboszlai ici, ou Jones, comme on en a parlé tout à l'heure, vient véritablement presser avec les attaquants, ce qui leur permet de vraiment avoir cette pression intense pour aller presser les 4 défenseurs d'un coup. C'est vraiment aussi un de ces rôles importants du numéro 10 d'Arne Slot, qui a permis à Liverpool de s'imposer cette saison comme l'une des meilleures défenses. Leur pression haute leur permet aussi de ne pas encaisser trop de buts. Toutes ces idées tactiques et collectives instaurées par Arne Slot, ça permet également aux joueurs de briller individuellement finalement. Tout à fait, parce que même si c'est le boulot d'un coach finalement de sublimer son équipe et de permettre à ses joueurs de performer à leur meilleur niveau, il faut pas oublier que le football ça se pratique avec 11 hommes et les 11 hommes sur le terrain ça reste les joueurs. C'est pour ça que pour moi j'ai envie de mettre en avant vraiment la saison exceptionnelle notamment de Virgil van Dijk qui est revenu à son tout haut niveau qu'il pouvait avoir lors de la saison 2019-2020.
quand Liverpool prend la Champions League, quand Liverpool gagne également la Premier League, où Virgil van Dijk était véritablement l'un des meilleurs défenseurs du monde. Je trouve qu'il a reçu revenir à ce niveau-là, justement, peut-être aussi par l'intermédiaire d'Arne Slot, la connexion néerlandaise qui a potentiellement bien marché, c'est aussi le cas avec d'autres joueurs. Et évidemment, comment ne pas citer Mohamed Salah, qui est potentiellement sur sa meilleure saison. Il arrive dans la force de l'âge, 32 ans. On pensait peut-être qu'il allait partir l'été dernier, finalement il est resté, et force est de constater qu'il a bien fait, car il est en train de nous claquer sa meilleure saison. On pensait que voilà, le jour où il arrive à Liverpool, première saison dantesque de Mohamed Salah, qui là aujourd'hui explose tous les chiffres, meilleur buteur, meilleur passeur de Premier League, que dire sur ce joueur ? Ouais, j'ai une petite anecdote sur ce joueur apparemment. 18 buts, 13 passes D jusqu'à maintenant, en 19 matchs. Ça fait 31 contributions décisives en 19 matchs. Pour la petite info, la saison où un attaquant ou un joueur a mis le plus de buts et assists cumulés, c'était 45. Si Mohamed Salah a fait une deuxième partie de saison sur ce rythme-là qu'il a eu durant la première partie de saison, il broierait vraiment ce record. Il terminerait pas à 50, non, 62 contributions décisives s'il fait une deuxième partie de saison à la hauteur de sa première. Ça montre juste sur le rythme sur lequel il est, et je trouve même qu'on n'en fait pas assez, franchement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a souvent été comparé à d'autres joueurs qu'on pouvait considérer de standing déjà très bons, mais là je pense qu'il rentre dans une nouvelle sphère, Mohamed Salah. C'est pour moi vraiment un joueur qui est dans les meilleurs attaquants de l'histoire de la Première Ligue. On en parlera certainement quand il quittera Liverpool, mais ouais, pour moi il est clairement dans le débat. Puis un autre joueur qui réalise une superbe saison, c'est Cody Gakpo, le néerlandais, qui a eu un certain temps d'adaptation à Liverpool quand il est arrivé du PSV Eindhoven. C'était assez compliqué, il marquait pas trop, il a été un peu moqué. Force est de constater que replacé sur l'aile gauche, il fait une super saison, il plante, il est décisif, il assiste, que ce soit Mo Salah, que ce soit Luis Diaz. Franchement, top saison de la part du néerlandais. Absolument, et même si je peux rajouter quelques noms comme ça, malgré son match catastrophique contre Manchester United, Trent Alexander-Arnold, bien sûr, qui se fait l'auteur d'un excellent début de saison, justement je trouve sous la houlette de Arne Slot qui lui permet d'exprimer toutes ses qualités offensives. Voilà, Trent Alexander-Arnold, c'est un centreur exceptionnel. Sur l'aspect défensif, je trouve qu'il a progressé aussi, et pour moi il mérite mention clairement. Je sais pas si t'as encore quelqu'un d'autre que t'as envie de récompenser, mais pourquoi c'est pas tout le collectif, finalement. Ouais, c'est tout le collectif, mais pourquoi pas Curtis Jones aussi, dont on va un peu parler dans ce rôle de numéro 10. Il a connu des saisons compliquées sur Jurgen Klopp où il jouait pas beaucoup. Là, il a su élever son niveau de jeu sur Arne Slot dans ce nouveau rôle plus offensif. Il apporte vraiment sa palette technique à Liverpool, et c'est un joueur qui fait beaucoup de bien cette saison. Ouais, c'est vrai. Et pour terminer, peut-être Luis Diaz aussi, qui a su augmenter son apport statistique cette saison. Très bonne arrivée, j'ai trouvé à Liverpool. Voilà, il a montré somme toute des choses assez intéressantes, mais là c'est vrai qu'il se met à planter de plus en plus, et je trouve qu'il s'épanouit parfaitement aussi avec ses compères d'attaque que sont Cody Gakpo et Mohamed Salah. Voilà, maintenant qu'on a évoqué tout le positif autour de ce Liverpool d'Arne Slot, et il y en a beaucoup, on va quand même se permettre quelques petites réserves sur la deuxième partie de saison. Moi je pense tout de suite aux fins de contrat. Vous avez sous les yeux 3 joueurs indispensables et vraiment marqueurs de ce Liverpool, que sont Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, qui arrivent tous 3 en fin de contrat en juin 2025, et à l'heure où je vous parle, aucun des 3 n'a prolongé. Alors, pour le moment, Virgil van Dijk semble être le joueur le plus proche de prolonger de ces 3. Maintenant, pour Mohamed Salah, le cas est déjà un petit peu plus épineux. Il a déjà manifesté publiquement son envie de rester à Liverpool, mais pas à n'importe quel prix, et on sait que Liverpool est réticent à donner des gros contrats, surtout à des joueurs qui arrivent à un certain âge, 32 ans pour Mohamed Salah. Et enfin, Trent Alexander-Arnold, qui pour sa part, on le sent tenté peut-être par l'expérience à l'étranger, notamment du côté du Real Madrid. Voilà. Ces discussions peuvent potentiellement parasiter un peu la deuxième partie de saison de Liverpool. On va dire que plus ça traîne, plus ça risque d'être un problème. Voilà, surtout que ça risque aussi Liverpool va devoir trouver des remplaçants tout simplement, et ceci pourrait aussi ajouter les discussions en coulisses. Un qui n'est pas à l'écran d'ailleurs, c'est Alisson Becker, qui a été déjà justement, la succession a été pensée par la prise de Mamardashvili, actuellement près du côté de Valence, qui retrouvera potentiellement les cages des restes l'année prochaine. Mais voilà, je mets un petit bémol là-dessus. Il va falloir rapidement résoudre ces situations si on veut pas que le collectif et la bonne humeur autour de ce club en pâtissent. Si on peut parler d'une autre réserve, plutôt sportive cette fois, on peut parler de la saison dernière de Liverpool. À Noël, Liverpool était très bien placé. 39 points, 18 matchs,
Ils étaient juste derrière Arsenal, un petit point, comme on peut le voir. Cette année, pareil, ils ont aussi 39 points. Ils sont très très bien placés également. Malheureusement, la saison dernière, comme on peut le voir ici, ils finissent 3ème avec 82 points. Ils finissent quand même dans les places qualificatives en Ligue des Champions, mais bien loin de Manchester City, quand même. Bien loin de Manchester City qui avait refait son retard, notamment sur Arsenal en fin de saison. Donc attention à cette baisse de régime habituelle de Liverpool en deuxième partie de saison. Malgré ça, j'aimerais quand même être un peu nuancé sur ce point, car on a évoqué la fatigue engendrée par le style de jeu de Jürgen Klopp, qui a permis, notamment je pense, qui n'a pas permis du coup à Liverpool d'avoir ce niveau de jeu sur l'ensemble de la saison. Si effectivement le style de jeu d'Arne Slot est moins énergivore que celui de Jürgen Klopp, il n'y a pas de raison qu'il baisse en régime. Ah, c'est à ce moment-là qu'on verra justement si cette stratégie porte ses fruits. Mais je pense que voilà, Liverpool a un effectif quand même avec beaucoup de profondeur, des jeunes qui sont arrivés, une ou deux prises par-ci par-là qui ont été faites. Moi je pense que ça a de quoi tenir la route. Un autre petit point négatif, les derniers résultats de Liverpool. On a parlé de ce match nul à Anfield contre Manchester United. Manchester United qui est pourtant malade cette saison complètement, et Liverpool à domicile n'a pas su faire la différence. Ils ont perdu le match aller de FL Cup à Tottenham. Rien de grave, il y a un match retour, mais attention quand même. À l'heure où on s'enregistre, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont gagné en FA Cup 4-0, mais contre une toute petite équipe, ce qui paraît normal. Donc attention à cette petite méforme, surtout qu'ils ont un déplacement périlleux à Nottingham Forest, équipe surprise cette saison en Première Ligue. Ah tout à fait, on peut noter que Nottingham Forest est la seule équipe qui a réussi à battre Liverpool, c'était à Anfield d'ailleurs, sur cette première phase de la Première Ligue, sur ce tour aller. Donc voilà, déplacement compliqué pour ce Liverpool du côté de Forest. Plus une surprise, les hommes de Nuno Espirito Santos. On va tout de suite savoir d'entrée de jeu dans cette année 2025 si Liverpool est prêt à maintenir cette cadence, et ils en auront besoin. Ils en auront besoin effectivement, parce que s'ils ne tiennent pas cette cadence, on peut voir que malgré leur match en retard et les 6 points d'avance, les concurrents ne sont pas loin du tout. City n'a que 12 points, mais 12 points, si Liverpool est en méforme et que City revient fort comme ils l'ont fait la saison dernière, ça peut vite être rattrapé. Arsenal est toujours au contact, Forest, même si je pense que ça durera pas toute la saison, mais Forest est toujours au contact, et Chelsea qui se sont fait un peu distancer, mais qui avaient réalisé un très très bon début de saison, qui étaient considérés comme des contenders au titre à un moment donné. Donc voilà, attention à Liverpool à ne pas égarer trop de points ces prochaines semaines. On sait que le championnat anglais est très très relevé. Voilà les amis, alors pour conclure cette vidéo, Robin et moi avons décidé de se mouiller un petit peu et de vous donner nos pronostics, parce que Liverpool a engendré beaucoup d'attentes de par leur belle première partie de saison. En ce qui concerne la Première Ligue, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, pour moi je les vois aller chercher ce deuxième trophée, parce que tout simplement ils ont quand même beaucoup d'avance. Les concurrents, je ne les trouve pas forcément si terrifiant que ça. Peut-être Manchester City si Pep Guardiola réussit à donner un second souffle à son équipe, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont loin quand même. Ils sont à 12 points avec un match en plus. Je pense que Liverpool a toutes les cartes en main pour remporter ce trophée. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord, t'as parlé de Manchester City, je suis complètement d'accord. Si Liverpool gagne leur match en retard, qui est contre Everton, figure-toi, donc normalement c'est une équipe qui est quand même faible, 17e. Surtout que Liverpool va arriver le couteau entre les dents étant donné que c'est le derby, donc potentiellement ça fait 15 points d'avance sur City. Pour moi, 15 points d'avance, même si tu as une méforme de 2-3 matchs sans victoire, City ne refera pas son retard. Surtout que City, c'est pas garanti qu'ils prennent que des victoires sur ce deuxième tour non plus. Donc voilà. Et si on peut parler des autres concurrents, Arsenal, je les vois pas forcément tenir le rythme de Liverpool, surtout avec la blessure de Bukayo Saka pour 2 mois. Et puis Forest, j'en ai déjà touché 2 mots. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire cette saison, mais clairement, je pense pas que ça le fera pour tenir le rythme d'un Liverpool sur la deuxième partie de saison. Je pense que Chelsea était peut-être l'équipe que je les voyais le plus aller chatouiller Liverpool. Mais voilà, ils sont sur 4 matchs en Première Ligue sans victoire. Force est de constater que les hommes d'Enzo Maresca se sont un petit peu essoufflés sur ces dernières journées. Comme tu dis, je pense que Manchester City et Arsenal, c'est peut-être les deux concurrents les plus probables, mais que je vois trop loin de par toutes les raisons qu'on a citées. En ce qui concerne la Ligue des Champions, ils sont premiers pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où dans tous les cas, ils sont qualifiés pour la suite. Et après, les matchs à élimination directe, c'est une autre compétition. C'est vraiment des autres matchs que cette phase de championnat.
Honnêtement, je les vois aller loin quand même. Ils sont très très durs à prendre pour n'importe quelle équipe. Je dirais minimum demi-finale. Après, c'est compliqué de se projeter plus loin que ça parce qu'il y a quand même des bonnes équipes. S'ils tombent contre le Bayern, le Real, le Barça, ça va être des matchs compliqués qui sont compliqués à pronostiquer. Donc, je dirais demi-finale, mais je ne sais pas exactement s'ils iront en finale, s'ils seront vainqueurs ou s'ils se feront sortir. Ah, comme souvent en Ligue des Champions, ça va pas mal dépendre du tirage. Hein, parce que voilà, au moins on peut se dire qu'en terminant potentiellement premier de cette phase de Ligue, ils mettent toutes les chances de leur côté encore une fois. Maintenant, comme tu dis, une fois le printemps venu, c'est plus la même chose. La Ligue des Champions, on sait que c'est autre chose qu'un championnat. Il vous faut autre chose. L'effectif doit être présent là, au bon moment, répondre le soir même. L'adversaire en face sera toujours déterminant aussi. Mais comme tu dis, moi je leur vois tellement de qualité que forcément, pour moi, ils iront loin. Voilà, je pense qu'une demi-finale pour moi me paraît aussi me paraît probable. Au-delà de ça, c'est difficile à voir parce que normalement, si tu arrives en demi-finale, tu joues le tout grand, le gratin du foot européen. Exactement. Donc à partir de là, sur une double confrontation, c'est que tout peut arriver. Mais pour moi, je vais dire aussi demi-finale. Je suis assez d'accord avec toi. En ce qui concerne les coupes nationales, c'est un peu compliqué en FA Cup, étant donné qu'ils sont que au 3e tour, ils ont encore joué une équipe de 5e division cet après-midi. C'est un peu compliqué, forcément que c'est les favoris, étant donné qu'ils sont les favoris en Première Ligue également. En revanche, pour l'EFL Cup, ils ont perdu ce match aller. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils vont se qualifier en finale? Tout dépend de leur motivation, j'ai envie de dire. C'est vrai que cette coupe n'est pas celle qui déchaîne les passions en Angleterre, la coupe de la Ligue. Cela dit, voilà, je pense qu'ils jouent le match retour à Anfield. C'est quand même l'occasion d'aller chercher un trophée. Moi, je les vois se qualifier. Dans l'autre demi-finale, on est sur un Arsenal-Newcastle, donc ça peut nous promettre potentiellement une belle finale. Personnellement, je les vois aller en finale. Après, je suis pas sûr qu'ils la gagneront. Ouais, moi je pense également qu'ils iront au final. Tottenham est quand même friable défensivement. Oui. Arne Slot avait fait un peu tourner son effectif lors du match au Tottenham Hotspur Stadium. Je pense qu'à Anfield, ils sont capables de renverser ce match perdu seulement 1-0 entre guillemets. Voilà. En revanche, en finale, que ce soit Newcastle ou Arsenal, ça sera un très beau match. J'imagine que s'ils sont en finale, c'est l'occasion de prendre un trophée, donc ils la joueront à fond. Moi personnellement, je les vois gagner, que ce soit contre Newcastle ou contre Arsenal. Je les trouve un peu au-dessus des deux équipes quand même, surtout sans Bukayo Saka, Arsenal. Newcastle, attention à cette équipe quand même, mais je pense que Liverpool a de quoi faire. Je pensais surtout à Newcastle, figure-toi, qui a gagné 2-0 son match aller contre Arsenal, et qui, eux, n'auront pas d'autre occasion d'aller chercher un titre cette année. Donc voilà, peut-être que Liverpool aura d'autres chats à fouetter, alors que Newcastle, c'est leur seule occasion de prendre un trophée depuis je ne sais combien d'années. Donc voilà, c'est de la musique d'avenir, mais en attendant, globalement, je pense qu'on est d'accord sur le fait que, de par toutes les idées instaurées par Arne Slot et celles aussi qu'il a su à merveille reprendre de son prédécesseur Jürgen Klopp, Liverpool a tout pour bien réussir sa deuxième partie de saison, à la manière qu'il vient de réussir sa première. Donc voilà, plein d'optimisme sur cette équipe. Le mot de la fin, Robin ? Le mot de la fin, bah écoutez, c'est déjà la fin de notre deuxième vidéo, très différente de la première. On a beaucoup aimé faire cette analyse, se plonger vraiment au cœur de la tactique de Liverpool, équipe vraiment fabuleuse en ce début de saison. On a beaucoup aimé la faire, on attend vos retours, étant donné que le format est un peu différent. Mais on a très hâte de rédiger d'autres vidéos comme celle-ci. Voilà, on se retrouve bientôt pour des nouveaux concepts, un troisième concept différent, on vous en dira plus sur Instagram. Mais voilà, pour nous c'est déjà la fin, on vous souhaite une belle semaine, ciao ciao. Salut les gars.